Je m'appelle Audrey Vance. J'ai 32 ans. Lundi dernier, à 7h15 du matin, 2 policiers se tenaient dans mon salon, munis d'un mandat d'arrêt. On m'accusait d'avoir usurpé l'identité de ma propre sœur. C'est elle, la personne instable de cette famille, leur hurlait Vanessa, les larmes coulant sur son visage, tout en portant son impeccable cardigan crème. Elle est dangereuse. Elle perd les pédales. Et cela fait des années qu'elle falsifie mes documents, dans le seul but de me détruire. Mes parents nous ont rejoints via le haut-parleur du téléphone depuis Tampa, leur voix résonnant avec une certitude glaciale. Officier, Audrey est mentalement déséquilibrée depuis l'âge de 12 ans, a affirmé ma mère d'un ton ferme. Nous en avons toutes les preuves. Cette même sœur, qui fait fortune en vendant des formations sur les limites saines et en expliquant à des inconnus comment échapper aux familles toxiques, était en train de détruire la mienne, un sourire cruel dissimulé derrière ses larmes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé l'inspecteur principal, et je lui ai dit calmement, « S'il vous plaît, laissez-moi prendre un dossier dans le placard. » Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il contenait. Ils ignoraient que cette chemise cartonnée allait anéantir toutes leurs certitudes. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsqu'ils ont enfin ouvert ce recueil de preuves, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Indiquez votre position et leur local dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. La première chose que vous devez comprendre au sujet de ma famille, c'est que je n'ai jamais été la fille sur les photographies. Si vous aviez un jour conduit jusqu'à la maison où j'ai grandi, un petit pavillon de style Craftsman à Lafayette dans le Colorado, à environ 25 minutes de Boulder, vous auriez franchi la porte d'entrée pour découvrir une longue série de portraits de ma cadette. Allant de sa première communion jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études. Il n'y avait qu'un seul cliché de moi, pris à l'âge de 6 ans, où je m'appuyais contre une clôture en bois. J'y porte un pull jaune. La palissade existe toujours dans notre jardin arrière, mais l'image, elle, n'a jamais été mise à jour. Chaque fois que je rentrais à la maison pour les vacances, je replaçais ce cadre. Il penchait toujours un peu vers la gauche, comme si même le mur refusait de s'engager envers moi. Ma mère s'appelle Beverly Vance. Elle a été infirmière dans une école primaire pendant 23 ans. Elle possède une voix qui semble patiente, même quand elle ne l'est pas, et elle utilisait son vocabulaire comme un véritable chapeau magique. Vanessa était créative. Vanessa était magnétique. Vanessa était douce. J'étais théâtrale. J'étais sensible. J'étais intense. J'ai fini par devenir difficile. Mon père est Théodore Vance. Tout le monde l'appelle Ted. Il renifle à travailler comme ingénieur en structure pour le département des autoroutes de l'État, jusqu'à sa retraite il y a 3 ans. Mon père parle peu. Lorsqu'il le fait, ses phrases sont courtes, et toute la pièce l'écoute, car c'est un événement rare. J'ai appris très tôt que son mutisme n'était pas neutre. Son silence était un vote. Ma sœur s'appelle Vanessa, elle a 2 ans de moins que moi. On la surnomme Nessa depuis qu'elle a 4 ans. À l'époque, elle avait décidé que son prénom complet, selon ses propres mots, la faisait ressembler à une grand-mère. Ma mère trouvait cela charmant. En fait, ma mère trouvait que tout chez elle était charmant. À l'âge de 9 ans, j'avais déjà compris le système. Dans notre maison, un même comportement portait 2 noms différents, selon la fille qui en était l'auteur. Si Nessa pleurait, elle faisait preuve d'une belle sensibilité. Si je pleurais, je faisais un scandale. Si Nessa cherchait l'attention, c'était de la créativité. Si je voulais qu'on me remarque, j'étais en manque d'affection. Si Nessa mentait, c'était un malentendu. Si je disais la vérité, je cherchais les ennuis. Je me souviens d'un après-midi d'été, en 2003. J'avais 9 ans. Ma mère se tenait près de la clôture arrière, en pleine discussion avec notre voisine, Madame Drummond. J'étais accroupi dans l'herbe, derrière les hortensias, sans rien faire de particulier. J'ai entendu ma mère dire « Audrey s'énerve pour un rien », alors que sur Nessa, tout glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Je suis resté parfaitement immobile dans la terre. Je n'étais pas énervé. Je ne l'avais pas été depuis des jours. Pourtant, ma mère m'avait décrite à une voisine avec une telle assurance, que j'ai compris pour la première fois une vérité cruelle, la version de moi que les autres connaissaient, c'était ma mère qui l'écrivait. Je ne pouvais pas la corriger. Je pouvais seulement la regarder prendre vie. À 11 ans,
j'ai commencé à consigner les choses par écrit. Pas dans un journal intime. Les journaux sont faits pour les sentiments, et j'avais déjà appris que les émotions étaient irrecevables sous notre toit. Ce dont j'avais besoin, c'était de faits. La toute première chose que j'ai enregistrée, c'était un morceau de papier, plié en 4, sur lequel figurait une seule phrase écrite au crayon, « Nessa a pris mes devoirs mardi ». Elle me les a rendus sans la page 3. La page 3 avait un autocollant dessus. J'ai inscrit la date. Le 17 octobre 2005. J'ai glissé ce mot dans une boîte à chaussures Skechers vide, cachée sous mon lit. Je ne savais pas encore ce qu'était une preuve. Je savais juste que la mémoire ne suffisait pas. À 11 ans, j'avais déjà perdu trop de disputes, simplement parce que je ne pouvais m'appuyer que sur ma propre version des souvenirs. Il me fallait quelque chose sur lequel ma mère ne pourrait pas imposer sa voix. J'ignorais totalement, à cet âge, que cette boîte dissimulée sous mon matelas n'était qu'une répétition générale. Le véritable dossier a vu le jour le 14 octobre 2006. C'était le jour de la fête pour les 75 ans de ma grand-mère, à Boulder. Constance Vance, la mère de mon père, vivait dans une haute maison en bois, située dans une rue paisible au nord de l'université. La bâtisse sentait le cèdre et la crème pour les mains à la rose. Sous le porche se trouvaient 2 chaises à bascule, sur lesquelles personne ne s'asseyait jamais. Nous y sommes allés ce matin-là, dans la Subaru Outback de mon père. J'avais 12 ans, et Nessa en avait 10. Le trajet a duré environ 25 minutes, sur l'autoroute 36. Les Trembles avaient changé de couleur cette semaine-là, et leurs feuilles rouges collaient au capot de la voiture, lorsque nous nous sommes garés dans l'allée de grand-mère Constance. Ma mère a tendu le cadeau emballé à Nessa, pour qu'elle le porte à l'intérieur. À moi, on a confié la carte. C'était une enveloppe fine et oubliable, ce qui correspondait parfaitement à mon rôle. Il y avait peut-être 20 personnes à cette fête, des cousins, des voisins, ainsi que 2 amis de l'ancienne église de ma grand-mère. Janice, la sœur cadette de ma mère, était présente avec sa fille. Ma cousine Vivien Cole, qui avait 14 ans à l'époque, lisait un livre de poche dans un coin, car elle n'aimait guère les banalités. Je me souviens qu'elle a levé les yeux vers moi à 2 reprises cet après-midi-là. De cette façon si particulière dont on observe quelqu'un, quand on n'est pas tout à fait sûr de ce que l'on voit. Après le gâteau, mon aïeul est monté à l'étage pour chercher quelque chose. Lorsqu'elle est redescendue, elle tenait entre ses mains le tiroir en cèdre de sa boîte à bijoux. Et ce tiroir présentait un vide à un endroit bien précis. Sa bague en émeraude avait disparu. Celle-là même que sa propre mère lui avait léguée, et qu'elle m'avait promise en héritage, alors que je n'avais que 7 ans. La pièce est devenue silencieuse, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Nessa, avec ses petites joues roses si parfaites, a pris la parole d'une voix fluette. Je crois qu'Audrey a demandé à l'essayer tout à l'heure. Elle a dit qu'elle voulait juste voir ce que ça donnait. Je lui ai dit de ne pas le faire. Ma grand-mère m'a regardé. Je lui ai rendu son regard. Je n'avais pas touché à cette bague. Je n'étais même pas monté à l'étage. Ma mère s'est dirigée vers la chambre d'amis, où mon manteau et mon petit sac à main en cuir étaient posés sur le lit. Elle a ouvert ma boîte à bijoux. C'était un boîtier en plastique en forme d'orange, qui jouait une mélodie de boîte à musique lorsqu'on soulevait le couvercle. La bague en émeraude s'y trouvait. Bien sûr qu'elle y était. Je n'avais pas ouvert cet étui de la journée. Je ne l'avais d'ailleurs pas touché depuis des semaines. Ma grand-mère a posé les yeux sur moi, une fois de plus. Cette fois-ci, elle avait l'air de ne plus savoir qui j'étais. Ma cadette, en revanche, m'a regardé comme si, enfin, elle le savait. Sur le chemin du retour, ce soir-là, assise sur la banquette arrière, j'ai compté les lampadaires entre Boulder et Lafayette. Il y en avait 38. Je comptais, tout simplement parce que je ne pouvais pas pleurer. Mes parents pensaient que je dormais. Ils avaient tort. Ma mère a murmuré, elle a besoin d'aide, Ted. C'est elle, la personne instable de cette famille. Nous devons faire quelque chose, avant qu'elle ne gâche une autre fête. Mon père a répondu, prends rendez-vous. C'était la première fois que j'entendais cette phrase, la personne instable de cette famille. Elle allait être répétée, sous une forme ou une autre, chaque année de mon existence, jusqu'à mes 32 ans. 2 semaines plus tard, ma mère m'a conduite au cabinet d'une pédopsychiatre, située sur Pearl Street à Boulder. Le bureau se trouvait au 2e étage, juste au-dessus d'un studio de yoga. La salle d'attente abritait un aquarium d'eau de mer,
où nageait un petit poisson clown nommé Murphy. La psychologue s'appelait Dr. Eleanor Pritchard. Elle avait environ 50 ans. Elle portait un gilet gris, exactement de la même couleur que ses cheveux. Le docteur Pritchard m'a reçu 2 fois. Elle m'a interrogé sur l'école, sur Nessa, et sur ce que j'aimais lire. Elle ne m'a posé aucune question concernant la bague. Avec le recul, je pense aujourd'hui qu'elle ne l'a pas fait, car elle savait déjà tout. Après la 2e séance, elle a demandé à mon père et à ma mère d'entrer dans son bureau sans moi. Je suis resté dans la salle d'attente, à observer Murphy, le poisson clown, tourner lentement autour d'un morceau de corail en plastique. Je pouvais les entendre à travers la porte. La voix de la praticienne était basse et posée. J'ai saisi une phrase avec une clarté absolue, vous devriez surveiller l'autre fille de très près. Cette enfant-ci n'est pas celle qui m'inquiète. Lorsque mes parents sont sortis, le visage de ma mère affichait cette neutralité prudente qu'elle adoptait quand elle avait décidé de ne pas écouter. Elle a réglé la consultation à l'accueil. La réceptionniste m'a tendu un petit badge visiteur bleu, sur lequel était imprimé le numéro 0419. Je l'ai décollé de mon pull, et je l'ai glissé dans ma poche sans y prêter attention. Nous n'y sommes jamais retournés pour une 3e séance. Ce soir-là, ma mère m'a annoncé que, selon le docteur Pritchard, je traversais simplement une phase. Elle a rangé un bout de papier plié dans un tiroir de la cuisine, coincé derrière les élastiques et les bougies d'anniversaire inutilisées. Puis, elle m'a conseillé d'être une meilleure sœur pour Nessa. Même à 12 ans, je savais pertinemment que traverser une phase n'était pas le diagnostic du médecin. Je l'avais entendu. J'avais entendu cette mise en garde concernant l'autre fille. Je ne savais tout simplement pas comment forcer ma mère à l'entendre, elle aussi. Plus tard dans la nuit, j'ai sorti la boîte à chaussures de sous mon lit. J'ai déplié le mot de 2005. J'y ai ajouté l'autocollant visiteur. J'ai inscrit la date en dessous. J'ai donné un nom à cette boîte. Dans ma tête, c'était la boîte à preuves. 1 an plus tard, j'ai tout transféré dans une chemise cartonnée de couleur manille. Je n'avais pas conservé ce badge parce qu'il avait une signification profonde. Je l'avais gardé parce que personne d'autre n'allait le faire. Le dossier s'est épaissi lentement, à la manière d'un tissu cicatriciel. Je ne veux pas passer 1 heure à vous détailler chaque entrée, car l'essence même d'un schéma répétitif ne réside pas dans les événements isolés. La nature d'une telle dynamique, c'est que les incidents sont interchangeables. Dès que vous en percevez un, vous les voyez tous. Mais il y en a 4 dont je dois absolument vous parler, car ils expliquent comment cette farde a pris tant d'ampleur. Quand j'avais 15 ans, en avril 2009, Nessa en avait 13. Elle était en 4e, dans le collège situé juste à côté de mon lycée. Elle a imité ma signature sur un billet de circulation, dans le but de sécher un cours. Je n'en savais rien, jusqu'à ce que je rentre à la maison un jeudi après-midi. J'ai trouvé ma mère assise à la table de la cuisine, une photocopie à la main. Le document avait été faxé par le directeur adjoint ce matin-là. Ma mère a soupiré, « Audrey, tu es l'aînée. Pourquoi ferais-tu une chose pareille à ta cadette ?» J'ai examiné la signature. Ce n'était pas la mienne. L'inclinaison était mauvaise. La barre horizontale sur le T de mon nom de famille était trop courte, comme si quelqu'un essayait d'imiter mon écriture de mémoire. Je l'ai expliqué à ma mère. Elle a rétorqué que je cherchais des excuses. On m'a interdit d'assister à mon premier bal de promo. Nessa, elle, pleurait en affirmant se sentir terriblement coupable. Ma mère l'a consolée, en lui disant qu'elle était si courageuse. Le soir même, j'ai demandé au directeur adjoint une copie de cette photocopie. Je lui ai assuré que je l'étudiais, parce que je voulais apprendre de mon erreur. Il m'en a donné une. Je l'ai rapportée à la maison. Je l'ai glissée dans le dossier. À 15 ans, mon recueil de preuves faisait environ un demi-centimètre d'épaisseur. C'est l'année où j'ai découvert le sentiment que procure la falsification. C'est comme si l'on vous demandait de vous excuser pour la forme de votre propre écriture. À 20 ans, à l'automne 2013, j'étais en 2e année à l'université de Denver. Ma mère avait confié à Nessa une carte bancaire supplémentaire, rattachée à un compte chez Saphir qui était nominalement à mon nom. En effet, j'étais la fille aînée, et l'université exigeait une carte liée à un parent pour les paiements de frais de scolarité en urgence. Nessa était censée s'en servir uniquement pour ses manuels scolaires. En 3 mois, elle a dépensé 4 800 €. Lorsque le relevé est arrivé,
ma sœur a fondu en larmes à la table de la cuisine, affirmant qu'Audrey avait pris la carte pour gâter un petit ami. Il n'y avait aucun petit ami. Il n'y avait eu aucun retrait de carte. Moi, j'étais à Denver. Le relevé indiquait des transactions effectuées à Boulder, dans des cafés et dans une boutique de Pearl Street. 6 de ces achats comportaient des horodatage correspondant, à la minute près, aux heures où je passais mes examens de mi-semestre, à 2 heures de route de là. Je possédais les registres de présence signés par les surveillants. Mon père a pris le téléphone, et a déclaré « Nous allons régler cela en famille ». Ne rend pas la situation plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Ils ont déduit cet argent de mes frais de scolarité du semestre suivant. J'ai dû cumuler 2 emplois ce printemps-là pour combler le déficit. J'ai fait des photocopies du relevé bancaire, des registres d'examen, et des horodatages. Le tout a rejoint la chemise cartonnée. À 20 ans, le dossier mesurait environ 2,5 cm d'épaisseur. C'est l'année où j'ai compris que les horodatages étaient mes meilleurs alliés. Quand j'ai eu 25 ans, en novembre 2018, nous sommes tous allés chez ma tante Janice, à Fort Collins, pour célébrer Thanksgiving. Il y avait 14 convives à table. À la moitié du repas, Nessa, qui avait alors 23 ans, s'est penchée en avant. Elle a pris la parole, avec cette voix douce qu'elle perfectionnait depuis l'âge de 10 ans. « Si je vous en parle à tous, c'est uniquement parce que je m'inquiète », a-t-elle murmuré. Audrey consulte un thérapeute, parce qu'elle harcèle un collègue de travail. Elle a besoin d'aide. J'ai peur qu'elle ne commette un acte irréparable. Je n'avais jamais vu de psy pour le harcèlement d'un collègue. Il n'y avait aucun collègue. Il n'y avait aucun harcèlement. Il n'y avait pas de thérapeute. Il y avait juste Nessa. Il y avait aussi une tarte à la citrouille, qui refroidissait silencieusement dans la cuisine. Et puis, il y avait 14 membres de ma famille, qui m'ont tous dévisagé au même instant, décidant subitement que j'étais une étrangère qu'ils n'avaient jamais vraiment connue. Je ne me suis pas défendu. J'avais appris, depuis longtemps, que me justifier devant un public que mes parents avaient déjà convaincu, n'était qu'une pure perte de temps. Le soir même, à 21h14, ma cousine Vivien, qui avait 26 ans et travaillait comme comptable à Fort Collins, m'a envoyé un message, ce qui s'est passé m'a vraiment dérangé. Je regrette de ne rien avoir dit à table. Je veux que tu saches que je suis désolé. C'était la première fois en 25 ans que quelqu'un, extérieur à ma cellule familiale immédiate, m'avouait discrètement avoir remarqué la supercherie. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai sauvegardé une capture d'écran de l'échange. J'ignorais encore à quel point Vivien allait devenir crucial. À mes 28 ans, en juin 2022, ma meilleure amie de l'université, Pippa Holland, préparait son mariage. Nessa l'a appelée pour lui annoncer qu'elle organisait secrètement une surprise pour moi, au nom de Pippa. Elle lui a demandé si elle pouvait lui prêter 3200 € pour payer un prestataire, en la suppliant, bien sûr, de ne m'en souffler mot. Il n'y avait aucune surprise. Il n'y avait aucun prestataire. Il n'y avait qu'une trace de transaction Venmo, qui s'arrêtait 4 jours plus tard dans un salon de coiffure de Cherry Creek, appelé Astra. Pippa m'a appelé 4 mois plus tard, la semaine précédant ses noces. En larmes, elle m'a demandé si c'était moi qui avais pris l'argent. J'ai remboursé mon ami en puisant dans mes économies. Je ne lui ai pas dit que je n'avais rien volé. Je l'ai simplement remboursé, en lui présentant mes excuses pour ce qui s'était passé. Certaines amitiés ne survivent que si vous leur permettez de conserver la version la plus simple de l'histoire. Pippa est toujours mon amie. Même aujourd'hui, elle ne connaît pas toute la vérité. J'ai rangé les captures d'écran Venmo dans le fameux dossier. À l'âge de 28 ans, l'épaisseur de mes archives ressemblait à celle d'un manuel scolaire. À 28 ans, j'avais cessé d'apparaître uniquement dans les mensonges de ma sœur. J'avais commencé à figurer sur ses reçus financiers. Il y avait une dernière entrée, datant de l'été 2020, que je n'avais pas saisie sur le moment. En juillet, Nessa m'a envoyé un SMS, et « C'est quoi encore le nom de jeune fille de maman ?» Je fais un truc de généalogie pour les cours. Elle avait 24 ans, et ne suivait absolument aucune formation. J'ai envoyé le nom de jeune fille. C'était un détail si insignifiant que j'ai bien failli ne pas sauvegarder le message. Je l'ai quand même fait. Il se trouve à la page 19 de la farde. En octobre 2006, cela n'aurait eu l'air de rien. Mais en mars 2026, ce texte constituait le point de départ de la chronologie qui a fait voler en éclats toute l'assemblée. Si l'on vous a déjà traité de théâtral parce que vous disiez la vérité,
de trop sensible parce que vous aviez remarqué un schéma toxique, ou de déséquilibré parce que vous gardiez une trace écrite, déposez l'un de ces mots dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Le vocabulaire employé est toujours le même, n'est-ce pas? À mes 32 ans, je m'étais bâti une existence qui ne ressemblait en rien à la maison de Lafayette. J'ai déménagé à Denver après l'université, et je n'y suis jamais retourné. J'ai été locataire pendant 9 ans, puis, en 2023, j'ai acheté un petit appartement dans le quartier de Lowey, les Low Highlands, juste de l'autre côté de la rivière face au centre-ville. Il comprend une chambre, une salle de bain, une cuisine en couloir, ainsi qu'une fenêtre qui laisse entrer la douce lumière de fin d'après-midi. Derrière la cuisine, il y a un placard de couloir. Depuis que je vis ici, je l'ai toujours utilisé comme salle d'archives. Je travaille en tant qu'auditrice jury comptable principale chez Aspen Ridge Insurance Group. J'y suis employé depuis 2018. J'ai été promu au rang de senior en janvier 2025. Je suis une examinatrice certifiée en matière de fraude. Mon travail quotidien consiste à éplucher des documents, jusqu'à ce que je découvre l'endroit précis où quelqu'un a menti par écrit. Et je suis excellente dans mon domaine. Le certificat encadré de l'ACFE est accroché au mur, juste au-dessus de mon bureau. Ce bureau est équipé de 3 écrans. Je garde toujours un gestionnaire de mots de passe ouvert, dans un onglet épinglé. Une fois par trimestre, je vérifie mon propre dossier de crédit, via le service de surveillance de l'entreprise. Du moins, c'est ce que je croyais faire. Mes amis sont peu nombreux, mais ce sont des relations durables. Il y a Pipa, rencontré à la fac, qui a épousé un homme bon nommé Owen en 2022 et qui réside à Cherry Creek. Il y a Bram Ellsworth, un avocat qui travaillait autrefois comme jury comptable avant d'entrer à la faculté de droit, et qui a commencé à faire du conseil pour notre cabinet en 2021. Il y a aussi Vivien, ma cousine. Nous avions échangé quelques messages de temps à autre au cours des 8 années écoulées depuis ce fameux Thanksgiving de 2018, bien que je ne l'ai pas revu en personne depuis 2014. Je n'avais pas totalement coupé les ponts avec mes parents. J'avais simplement réduit les contacts au strict minimum, 3 visites par an, et 2 appels téléphoniques par mois. Je laissais la porte entr'ouverte, principalement pour ma grand-mère, mais aussi parce que l'espoir est la chose la plus difficile à abandonner. J'allais bientôt découvrir que c'était aussi la chose la plus coûteuse que je n'ai jamais préservée. Ma grand-mère, Constance, avait emménagé dans un centre de soins pour la mémoire à Boulder, en 2019. En 2024, elle ne me reconnaissait plus. Malgré tout, je faisais le trajet 2 fois par mois. Parfois, je lui faisais la lecture d'un livre qu'elle adorait, intitulé Le Lys de Brooklyn. Elle ne me demandait pas qui j'étais. J'avais conservé le badge visiteur de son établissement, un petit ovale vert portant le numéro 0816. Je l'avais classé dans mon dossier, juste derrière le macaron bleu du cabinet du docteur Pritchard, datant de 2006. 2 autocollants, séparés par 18 ans d'écart. Et sur le registre des entrées, la même écriture, la sienne, à l'époque où elle était encore elle-même. C'était la seule trace de l'écriture de mon aïeul qu'il me restait. Ma sœur, en revanche, était devenue une réalité que je ne pouvais plus esquiver, même si je l'avais voulu. En 2021, Nessa a réinventé son image. Elle avait été hôtesse de l'air pour une compagnie régionale pendant 2 ans, puis assistante immobilière pendant 1 an. Au printemps 2021, elle a lancé un compte TikTok baptisé Pure Boundary with Nessa, limite scène avec Nessa. À la fin de cette même année, elle cumulait 30 000 abonnés. Au printemps 2023, elle en comptait 412 000 sur TikTok, et 188 000 sur Instagram. Elle commercialisait une formation payante, intitulée « Guérir d'une famille toxique ». Le programme coûtait 389 €. Elle utilisait une phrase d'accroche pour conclure chacune de ses vidéos, « Ma vérité est sacrée ». Je n'étais pas abonné à sa page. Pourtant, ses vidéos réussissaient toujours à me trouver. L'algorithme a un certain sens de l'humour. Un de ses réels, publié en février 2026 et tourné à Aspen, avait atteint 1,3 million de vues. Dans cet extrait, elle déclarait, de sa voix la plus douce, « Parfois, la personne la plus toxique de votre vie est celle qui vous est la plus proche. Parfois, il s'agit même de votre propre sœur. » Le commentaire le plus populaire affichait 14 000 mentions, « J'aime, Nessa, tu m'as sauvé la vie avec ta formation. » Ma sœur avait réussi à monétiser le mot exact que notre mère avait employé contre moi, à l'âge de 12 ans. Elle le facturait désormais 389 € par tête.
J'avais bâti l'intégralité de ma carrière sur ma capacité à débusquer ce que les autres dissimulent. J'ignorais pourtant, en ce mois de février, que ma sœur se cachait à l'intérieur de mon propre numéro de sécurité sociale depuis 6 ans. L'appel est arrivé un jeudi après-midi, au début du mois de décembre 2025. Il était 16h38. J'étais installé à mon bureau, chez moi, en train de travailler sur un audit externe. Le numéro affiché sur mon téléphone m'était inconnu. J'ai bien failli le laisser basculer sur la messagerie. Si j'ai décroché, c'est uniquement parce que l'unité de soins de ma grand-mère appelait parfois avec des lignes tournantes. J'ai entendu une voix d'homme, polie et professionnelle. « Bonjour, je suis Hollis Yardley, de l'agence de recouvrement Tate & Brennan. Je vous appelle concernant un compte se terminant par 8261. Est-ce bien à Audrey Vance que je m'adresse ?» J'ai répondu par l'affirmative. Il m'a annoncé que ce compte était en souffrance depuis 14 mois. Le solde s'élevait à un peu plus de 11 000 €. Il souhaitait savoir comment je comptais régler la situation. Je lui ai demandé de quel type de compte il s'agissait. C'était une carte de crédit à la consommation, émise en 2022. Le créancier initial était une banque régionale dont je n'avais jamais été cliente. Je lui ai demandé de m'envoyer les documents par écrit. Il a accepté. Le fichier PDF est arrivé 7 minutes plus tard. Le nom du titulaire de la carte, inscrit sur la demande, était Audra Monsieur Vance. L'adresse correspondait à une boîte postale située dans une boutique UPS à Aurora, dans le Colorado. Un endroit où je n'avais jamais mis les pieds. Le numéro de téléphone associé au dossier se terminait par des chiffres que je ne reconnaissais pas. Je suis resté assise à mon bureau pendant 22 minutes, pétrifié. Ensuite, j'ai fait la seule chose que ma formation m'avait appris à faire. J'ai ouvert un tableur. Ce soir-là, j'ai extrait mes rapports de crédit auprès des 3 agences d'évaluation. Les fichiers PDF reçus faisaient 46 pages. Ces dossiers révélaient l'existence de 11 comptes que je n'avais jamais ouverts. Le solde total impayé, réparti sur ces 11 lignes de crédit, atteignait la somme faramineuse de 89 200 €. L'article le plus important était un prêt personnel de consolidation, d'un montant de 63 500 €, contracté en mars 2024. L'adresse de facturation était cette même boîte postale UPS, à Aurora. Je bénéficiais pourtant d'une surveillance de crédit grâce à mon employeur, mais le système n'avait jamais signalé la moindre activité suspecte. La raison est devenue évidente dès que j'ai commencé ma lecture. 9 des 11 demandes avaient été soumises sous de légères variations de mon identité. Audra Vance. A.M. Vance. Audrey Monsieur Vance, incluant une initiale de deuxième prénom qui ne figure pas sur mon acte de naissance. Le tout accompagné d'adresses où je ne résidais pas, et de numéros de téléphone qui n'étaient pas les miens. L'algorithme de correspondance du service de surveillance n'avait jamais pu relier ces anomalies à mon profil réel. C'était la ruse classique que nous surprenions des fraudeurs expérimentés à utiliser, lors de nos audits chez Aspen Ridge, et ce, 2 fois par mois. Je n'avais simplement jamais pensé à appliquer cette vérification à ma propre personne. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai constitué une chronologie juricomptable implacable. J'ai extrait des modèles de signature sur chaque formulaire de demande de crédit. Les 11 paraphes provenaient de la même main. Et cette main n'était pas la mienne. J'ai recoupé les adresses IP d'origine pour les 7 comptes créés en ligne. 6 d'entre elles pointaient vers un routeur Wi-Fi résidentiel. La facture Spectrum correspondante m'avait été envoyée par capture d'écran, 3 ans et demi plus tôt, par ma propre sœur. À l'époque, elle m'avait demandé de lui prêter 800 €, et elle voulait me prouver qu'elle essayait de régler sa propre facture d'accès à Internet. J'ai pu relier le numéro d'un téléphone jetable, utilisé pour 3 de ses comptes, à un numéro avec lequel Nessa m'avait envoyé un message en 2021. Elle avait alors été bloquée hors de son appareil principal pendant 48 heures, et cherchait à me joindre en urgence pour un problème familial qui s'était avéré fictif. Un samedi matin de janvier, je suis passé en voiture devant la boutique UPS de East Aurora. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Je suis resté assise dans mon véhicule. Je n'y suis pas entré. J'avais déjà déniché sur Instagram une photo de Nessa, posant juste devant cette vitrine précise. La légende, datée de juin 2023, disait « Bénédiction, gratitude ». J'ai travaillé sur ce dossier la plupart de mes soirées, à partir de 23 h, une fois mon travail d'audit habituel terminé. Je l'ai monté de la même manière que je prépare chaque enquête chez Aspen Ridge,
en apposant une numérotation BAT dans le coin inférieur droit de chaque pièce à conviction. J'ai croisé les noms, les dates, les adresses IP, les numéros de téléphone et les adresses postales, en les confrontant à 3 bases de données distinctes. Je conservais les fichiers de travail sur un disque dur externe, que je débranchais de mon ordinateur chaque soir pour le ranger dans un petit coffre-fort, caché derrière une bibliothèque. L'auditrice qui sommeille en moi savait pertinemment que la chaîne de possession de mes propres preuves finirait par être remise en question. Je me suis assuré que cette chaîne soit irréprochable. Le plus étrange dans tout cela, c'était le calme qui m'habitait. Je m'attendais à ressentir de la rage, le genre de fureur qui détruit le sommeil. Au lieu de cela, j'ai éprouvé un sentiment s'apparentant au soulagement. 20 années de petits détails accumulés. La page de devoir, le billet de couloir, la carte supplémentaire, le dîner de Thanksgiving, le prêt pour le mariage. Tout cela était enfin arrivé à une conclusion que je pouvais prononcer à voix haute. Je n'étais plus la fille aînée incapable de passer à autre chose. J'étais une experte en jury-comptabilité, avec un dossier solide et documenté. Le 29 janvier 2026, j'ai déposé un signalement pour usurpation d'identité auprès de la FTC. Le numéro de rapport était le 25 T8229. J'ai précieusement sauvegardé le PDF de confirmation. Je n'ai pas déposé plainte à la police dans l'immédiat. Je voulais d'abord achever la chronologie de l'expertise. J'exigeais que tout soit en ordre. En tant que professionnel de l'audit, je ne soumettais jamais de dossiers incomplets. C'est cette décision précise qui m'a sauvé au mois de mars. Au cours de la première semaine de février, j'ai pris l'avion pour Tampa, afin de passer un week-end dans la nouvelle résidence de mes parents. Ils avaient quitté Lafayette en 2024 pour s'installer dans une maison de ville, près de la baie. Je n'ai pas dit un mot au sujet de mon enquête. J'ai fait la conversation en évoquant ma grand-mère. J'ai mangé les pâtes primavera préparées par ma mère. J'ai aidé mon père à déplacer une bibliothèque. Je suis reparti par un vol le dimanche soir. Le vol Frontier Airlines 408, dont le départ était programmé à 20h42. Le matin même, pendant le trajet en voiture vers l'aéroport, ma mère a fait une remarque que j'ai bien failli ne pas saisir. « Audrey, as-tu consulté ton dossier de crédit récemment ?» Je lui ai répondu que non. Elle a hoché la tête. Elle reniflait l'affiché un petit sourire, qui n'atteignait cependant pas ses yeux. « Tu sais à quel point Nessa s'inquiète pour toi. Elle veut juste s'assurer que tu vas bien. » Dans l'avion qui me ramenait à Denver, j'ai compris une chose que j'aurais dû réaliser à l'âge de 12 ans. Mon dossier n'était pas encore tout à fait prêt, mais les personnes contre lesquelles je montais ce dossier étaient déjà passées à l'action. Le premier signe d'alerte est venu de Vivien. Le lundi 2 mars 2026, à 6h17 du matin, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était Vivien. « Audrey, j'ai surpris une conversation lors d'un brunch hier. Je ne sais pas ce qui se trame, mais j'ai pris une capture d'écran d'un message que Nessa a envoyé à ta mère il y a 3 semaines. Je pense qu'il faut absolument que tu vois ça. » La capture d'écran s'est affichée. Il s'agissait d'une discussion e-message entre Nessa et ma mère, datée du 8 février 2026. Nessa l'avait expédié sans se rendre compte qu'il avait été transféré dans un petit groupe de discussion familiale privée. Ce groupe incluait Janice, la mère de Vivien, qui avait désactivé le mode sourdine du fil de discussion pendant 14 secondes. C'était juste assez long pour que ma cousine le remarque, et immortalise l'écran. Le message disait ceci: « Maman, écoute-moi. Si elle continue de creuser, nous devons déposer plainte les premières. Il faut qu'elle paraisse instable avant même d'avoir le temps de s'exprimer. » J'ai relu ce texte 3 fois. Je me suis assise dans mon lit. Je n'ai pas allumé la lumière. J'ai préparé du café. Je n'ai pas appelé mon avocat dans l'immédiat. 8 minutes plus tard, on sonnait à ma porte. 2 policiers se tenaient dans le couloir. L'officier principal était un homme d'une 40aine d'années, avec une moustache épaisse et un regard fatigué. Son insigne indiquait « Officier Carne, numéro 1, 182 ». Le second agent était une jeune femme, qui n'a pas prononcé un seul mot. Derrière eux, dans les coursives de mon immeuble, se tenait ma sœur Vanessa. Vêtue de son impeccable cardigan crème, elle tenait son téléphone d'une main, et s'épongeait les yeux de l'autre. L'officier Carne a brandi une feuille de papier. « Mademoiselle Vance, nous avons un mandat pour votre arrestation. Nous préférerions que vous nous accompagniez de votre plein gré, mais nous sommes préparés à vous appréhender. Le chef d'inculpation est l'usurpation d'identité.
J'ai jeté un œil au mandat. J'ai fixé ma sœur. Puis, j'ai ramené mon attention sur l'agent Carne. Officier, ai-je répondu, m'autorisez-vous à emporter une chemise cartonnée qui se trouve dans le placard de l'entrée? Il a regardé le meuble, puis s'est tourné vers moi. Tant qu'il ne s'agit pas d'une arme, oui. Je lui ai ensuite demandé si je pouvais contacter mon avocat. Il a acquiescé. J'ai appelé Bram Ellsworth. Il a décroché à la deuxième sonnerie. En 11 secondes chrono, je lui ai exposé la situation. Il m'a ordonné, Audrey, écoutez-moi très attentivement. Vous ne répondrez à aucune question sans ma présence. Le dossier reste fermé, jusqu'à ce que je vous en donne l'autorisation. Je suis à 12 minutes du commissariat. C'est compris? J'ai répondu, oui, c'est noté. Pendant que j'étais au téléphone, mes parents sont intervenus depuis Tampa, via le haut-parleur de l'officier Carne. Agent, a martelé ma mère avec fermeté. Audrey est psychologiquement instable depuis l'âge de 12 ans. Nous en possédons toutes les preuves. Elle falsifie des documents. Elle n'arrête pas de menacer Nessa. Nous avons signé des déclarations sous serment. S'il vous plaît, faites très attention avec elle. Mon père n'a rien dit. J'entendais seulement sa respiration. Dans le couloir, Vanessa pleurait désormais à chaudes larmes, le visage délibérément tourné vers la porte grande ouverte d'un autre locataire. Telle une femme qui désire ardemment que l'on observe sa souffrance. C'est elle, la personne instable de cette famille. Elle a falsifié mes documents pour me détruire. J'ai toutes les demandes de prêt. J'ai tout le dossier. L'officier Carne m'a demandé de placer mes mains dans le dos. Il a procédé avec douceur, presque en s'excusant. Les menottes n'étaient pas serrées. C'était le modèle qu'ils utilisent pour les suspects coopératifs. Il m'a expliqué que l'on m'enlèverait mes entraves une fois dans la salle d'interrogatoire. Je lui ai assuré que je comprenais la procédure. Je n'ai pas accordé un seul regard à ma sœur. Avant qu'il ne me fasse sortir, j'ai demandé l'autorisation de récupérer mes documents. Je me suis avancé vers le placard de l'entrée. Le meuble comporte 3 étagères. Celle du bas est réservée aux bottes d'hiver. L'étagère du milieu contient des papiers dont je n'ai plus besoin, mais que je conserve à l'écart du niveau supérieur. Là, tout en haut, se trouve une petite boîte d'ampoules de rechange. Cette boîte est grise. L'étiquette sur le côté indique, de ma propre écriture datant de 2013, personnel, long terme. Je n'ai pas descendu le contenant. J'en ai délicatement soulevé le couvercle, et j'ai retiré une unique farde cartonnée, située à l'avant de la pile. La chemise était épaisse de plus d'1 centimètre, et scellée par 2 élastiques. 6 onglets de couleur dépassaient de la partie supérieure. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai simplement glissée sous mon bras. J'ai refermé la boîte. J'ai fermé le placard. Je me suis retourné. L'officier Carne a approuvé d'un signe de tête. En descendant vers la voiture de patrouille, j'ai contacté mon bureau. J'ai laissé un message vocal bref et posé à ma supérieure, l'informant qu'une urgence personnelle venait de survenir, et que je serais injoignable pour le reste de la journée. Je n'ai pas précisé où je me rendais. Je savais pertinemment que, d'ici quelques heures, quelqu'un chercherait à en savoir plus. Le trajet jusqu'au poste a duré 22 minutes. J'étais assise à l'arrière du Ford Explorer. Le plastique de la banquette était froid. La radio était éteinte. Le soleil matinal s'engouffrait bas à travers la 15e rue. La dernière neige de la saison fondait doucement dans les caniveaux. Bram m'a rappelé alors que nous nous garions au commissariat. Audrey, écoutez-moi attentivement. Ils vont vous lire vos droits. Vous ne répondrez à aucune de leurs questions. Vous leur donnerez uniquement votre nom, votre date de naissance, et le mot avocat. C'est tout. Le dossier doit rester fermé, jusqu'à ce que j'en décide autrement. C'est clair? J'ai répondu par l'affirmative. Cela faisait 20 ans que j'attendais qu'une personne en uniforme me pose la bonne question. Les 90 minutes à venir allaient me révéler si je m'étais préparé pour la bonne audience. Si vous vous êtes déjà assis en face de quelqu'un qui s'apprête à lire 20 années de votre vie à haute voix, je vous invite à vous abonner. La suite de cette histoire, c'est la scène que j'ai répétée dans ma tête pendant 2 décennies. Restez avec moi. La salle d'interrogatoire se trouvait au 2e étage du district 1 de la police de Denver. C'était la pièce 4B. L'éclairage y était fluorescent,
et la table n'était qu'une épaisse plaque de métal brossé, solidement vissée au sol. Il y avait une petite caméra rouge, logée dans le coin supérieur près du plafond. Un gobelet en carton rempli d'eau m'attendait, mais je n'y ai pas touché. 2 chaises étaient disposées de mon côté de la table. L'officier Carn m'a retiré mes menottes sur le pas de la porte, comme promis. Il m'a averti qu'un inspecteur viendrait me rejoindre sous peu, avant de refermer le battant. Bram est arrivé 4 minutes plus tard. C'était un homme mince, au début de la quarantaine. Il portait un costume gris impeccable, et tenait un bloc-notes jaune. Il s'est assis à côté de moi, a ouvert son carnet, et a débouché un stylo noir. « Restez calme, prenez votre temps. Laissez-la commencer », a-t-il chuchoté. L'enquêtrice a fait son entrée 2 minutes après lui. Elle s'appelait l'inspectrice Marin Whitfield. Elle avait 51 ans. Elle portait un blazer gris foncé, ainsi que de petites créoles en argent. Elle transportait un volumineux dossier d'instructions rouge. Elle s'est présentée, a pris place, et m'allumait droit depuis une carte de procédure dont elle ne semblait pas avoir besoin. « Mademoiselle Vance, j'aimerais vous entretenir d'une plainte déposée contre vous dimanche soir, le 1er mars, par votre sœur, Vanessa Vance. » Bram a fait un léger signe de tête. Je suis restée muette. L'inspectrice Whitfield a ouvert son rapport. Elle m'en a fait un résumé. 11 comptes de crédit frauduleux, ouverts au nom de Vanessa Vance. Un solde impayé d'environ 89 000 €. Un schéma présumé, selon la plaignante, d'usurpation d'identité croissante, de falsification de signature, et de harcèlement psychologique. La victime supposée avait fourni une évaluation psychologique, datée d'octobre 2006, censée prouver l'instabilité mentale chronique de l'accusé. Elle avait également joint des déclarations notariées sous serment, signées par nos 2 parents. L'enquêtrice a déclaré, « Mademoiselle Vance, l'expertise d'octobre 2006 dresse un bilan médical avéré. Vos parents ont corroboré la version de votre sœur, au moyen de dépositions officielles. Comprenez-vous la gravité des accusations fédérales qui pèsent sur vous ?» J'ai répondu que oui. Elle a fait glisser un ordinateur portable sur la table, en orientant l'écran vers nous. Elle a lancé la lecture. La vidéo montrait le témoignage que Vanessa avait enregistré la veille au soir, depuis son propre salon. L'éclairage était chaleureux. Un exemplaire du livre intitulé « Boundary, limite saine » trônait sur la table basse derrière elle, judicieusement inclinée vers l'objectif. Elle portait son fameux cardigan crème. Elle pleurait. C'est elle, la personne instable de cette famille. Elle l'a toujours été. Nous possédons une évaluation psychiatrique de ses 12 ans. Mes parents et moi avons le cœur brisé, mais nous ne pouvons plus la protéger. Ma vérité est sacrée. Et ma vérité, c'est que ma sœur a perdu pied, et que maintenant, elle me vole mon identité. La vidéo s'est terminée. L'inspectrice Whitfield a refermé l'ordinateur. Elle m'a fixé intensément. J'ai scruté son visage pendant un bref instant. J'avais passé les 8 dernières années de ma vie à décrypter les expressions des gens de l'autre côté d'une table, lors de conférences d'audit, ou encore dans des réunions des ressources humaines, quand un contrôleur financier était sur le point de perdre sa certification. Je savais parfaitement à quoi ressemblait un visage mi-convaincu. Le visage de l'inspectrice Whitfield exprimait ce doute palpable. Elle avait lu le dossier. Elle avait parcouru la déclaration sous serment. Elle était flic depuis assez longtemps pour savoir que dans 90% des affaires, la vérité se trouve là où pointent les documents. Et toute la paperasse posée sur son bureau pointait directement sur moi. Mais elle avait aussi l'expérience nécessaire, je le voyais bien, pour repérer l'attitude d'un suspect serein. Et dans les affaires d'usurpation d'identité, un accusé qui garde son calme est souvent le plus dangereux. L'auditrice financière capable de mentir par écrit. La sœur aînée qui disposait d'un accès aux données. Celle qui était méthodique, et qui conservait des archives. Je correspondais parfaitement au profil du coupable idéal. Bram m'avait mis en garde à ce sujet dans la voiture. « Mademoiselle Vance, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» J'ai jeté un regard à Bram. Il a acquiescé. J'ai posé la farde sur la table. Je l'ai fait glisser avec une extrême douceur sur le métal brossé, jusqu'à ce qu'elle s'immobilise devant elle. « Inspectrice Whitfield, ai-je commencé ? Avant de m'inculper, j'aimerais que vous ouvriez ceci. Commencez par l'onglet numéro 3. Tout est classé par ordre chronologique. Vous le constaterez par vous-même.
Elle a fixé le dossier. Puis, elle m'a regardé. Elle a ramené les yeux sur la chemise cartonnée. Enfin, elle a ouvert l'onglet 3. La première page de l'onglet 3 était une simple feuille de papier plastifié, au centre de laquelle était collé un petit badge visiteur bleu, portant le numéro 0419. Sous cet autocollant, rédigé avec l'écriture que j'avais à 12 ans, figuraient 3 lignes, Dr Eleanor Pritchard, Pearl Street, Boulder, 14 octobre 2006. Note aux parents, dissimulée. La deuxième page de cette section était une photocopie de l'évaluation psychologique complète de 2006, et non la version tronquée que Vanessa avait soumise à la police. Il s'agissait du document intégral, composé de 6 feuillets. Tout en bas de la page 4, dans les notes cliniques dactylographiées du docteur Pritchard, se trouvait cette phrase exacte, note aux parents, je recommande de faire évaluer la sœur cadette. La dynamique au sein de cette famille est préoccupante. Et l'enfant qui m'est présenté n'est pas le bon. Je ne serai pas en mesure de poursuivre le traitement de l'aîné, à moins que les parents ne s'engagent dans une thérapie familiale, et n'envisagent une évaluation de la plus jeune. L'inspectrice Whitfield a lu ces quelques mots. Elle les a relus, plus lentement. Elle a reposé la feuille. Elle a examiné le bas du document. Il y avait un tampon dans le coin, copie authentique délivrée au sujet Audrey Vance, le 18 novembre 2025. Elle a levé les yeux vers moi. Vous avez contacté le docteur Pritchard en novembre dernier? J'ai répondu qu'elle se souvenait de mon cas. Elle aussi, elle avait attendu 20 ans que quelqu'un lui pose la bonne question. Elle a aujourd'hui 71 ans. Elle exerce toujours à temps partiel. Et ses archives sont restées parfaitement intactes. L'enquêtrice a gardé le silence pendant 6 longues secondes. Elle est ensuite passée à l'onglet 1. L'onglet 1 contenait les preuves de l'affaire en cours. Les 11 comptes falsifiés. Les adresses IP de création des dossiers, dont 6 correspondaient au routeur Wi-Fi résidentiel de ma sœur. Celui-là même dont elle m'avait envoyé la facture Spectrum par capture d'écran, en 2022. J'avais inséré une impression nette de cette facture, mise en parallèle avec les métadonnées de la demande de crédit. Les deux étaient rigoureusement identiques, jusqu'au numéro de série du modem. 3 comptes ouverts à partir du numéro de téléphone jetable que ma sœur avait utilisé pour m'envoyer un SMS en 2021. Une boîte postale UPS, située au 18B East Aurora, est signalée sur les demandes de prêt. Associée à cette adresse, une photo tirée du propre compte Instagram de Vanessa, datée de juin 2023, où elle posait juste devant la vitrine de cette boutique, avec pour légende, course. Bénédiction. Gratitude. Venaient ensuite les spécimens d'écriture. Les signatures contrefaites sur les 11 formulaires figuraient côte à côte avec la carte contenant ma véritable signature, fournie par la Bellwether Credit Union en 2019. La comparaison graphologique sautait aux yeux. Le « A » majuscule de mon prénom penchait beaucoup trop vers la droite. Le « Y » comportait une boucle dirigée dans le mauvais sens. Et puis, il y avait la page 7. La page 7 regroupait les pièces que Vanessa avait jointes à sa plainte du 1er mars. C'est-à-dire, les formulaires de prêt qu'elle m'accusait d'avoir falsifiés en son nom pour la ruiner. Les signatures au bas de ces pages indiquaient « Vanessa Vance ». L'analyse jury-comptable révélait un détail que ma sœur n'avait pas anticipé. L'écriture sur ces fausses signatures, Vanessa Vance, correspondait parfaitement, par son inclinaison, par la pression exercée sur le stylo, et par la formation de la lettre V, et du deuxième, N, à la main qui avait contrefait les signatures, Audrey Vance, sur les 11 comptes frauduleux. Une seule et même personne avait falsifié les deux camps de l'histoire. L'inspectrice Whitfield a posé la feuille, et s'est pincé l'arête du nez. J'avais vu d'autres experts en fraude effectuer ce geste précis. C'est la réaction typique d'une personne qui réalise soudain que le dossier qu'elle est en train de lire est complètement à l'envers. Elle est passée à l'onglet 2. Cette section illustrait le schéma toxique étalé sur 20 ans. 14 événements, classés chronologiquement. La contrefaçon du billet de circulation en 2009. La carte de crédit supplémentaire en 2013. Thanksgiving en 2018. L'emprunt pour le mariage en 2022. Et 8 autres incidents que je n'ai pas décrits, car l'important, c'est la dynamique globale. Elle ne les a pas tous lus. Elle en a consulté 3. Puis, elle a refermé l'intercalaire. Vous avez tenu un journal, a-t-elle constaté. J'ai consigné les faits, les jeux corrigés. Elle a tapoté la couverture cartonnée à 2 reprises avec son index.
C'était un mouvement subtil, mais je l'ai reconnu. C'est le geste que fait un inspecteur, lorsqu'il vient de comprendre que plus il creusera, plus il trouvera de preuves accablantes. Sur l'écran vidéo derrière nous, l'image de ma sœur s'était figée sur son propre visage. Elle était arrêtée au milieu d'une phrase, la bouche légèrement entr'ouverte. Elle ignorait que mon recueil de preuves était désormais ouvert. Et elle ne l'apprendrait pas avant 6 bonnes minutes. L'inspectrice Whitfield est retournée à l'onglet 1. Elle a examiné la déclaration de vol d'identité auprès de la FTC, que j'avais soumise le 29 janvier 2026. C'était 6 semaines avant que Vanessa ne dépose sa propre plainte. Elle tenait le rapport officiel dans sa main droite, et la déposition du 1er mars de ma cadette dans sa main gauche. Elle a comparé les dates. Un décalage de 31 jours, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Et dans le mauvais sens. Elle a décroché le téléphone de son bureau. Elle a ordonné à une assistante juridique, située dans la pièce voisine, d'amener Vanessa Vance dans la salle 4A pour un complément d'interrogatoire. Elle a demandé à un autre collègue de suspendre la procédure de mon inculpation. Elle s'est tournée vers Bram, pour savoir s'il souhaitait assister à l'entretien dans la salle 4A. Bram a accepté. Pendant qu'il patientait, le téléphone du bureau 4B a sonné. L'inspectrice a répondu. Elle a écouté un instant, puis a couvert le combiné avec sa main. Il y a une certaine Vivien Cole au bout du fil. Elle affirme être en possession de documents corroborant vos dires. Elle prétend les conserver précieusement depuis 2019. J'ai hoché la tête. L'enquêtrice a mis l'appel sur haut-parleur. Inspectrice Whitfield, a déclaré Vivien. Sa voix était posée et claire. Je dispose de documents supplémentaires, qui confirment tout ce que ma cousine vient de vous montrer. J'ai des captures d'écran, des exports de conversations de groupe. Et des dates précises. Je rassemble tout cela depuis novembre 2019. J'ignorais totalement qu'elle constituait son propre dossier de son côté. Je vous envoie le lien d'accès au Google Drive sur l'adresse email de votre service, à l'instant même. Pendant 20 ans, j'avais cru être la seule à remarquer la supercherie. Je n'avais pas été la seule. J'avais simplement été la seule à en garder les traces écrites. La détective l'a remercié, a mis fin à la communication, et s'est dirigée vers la salle 4A. Je suis resté seul avec Bram pendant 2 minutes. Il n'a pas croisé mon regard. Il écrivait silencieusement sur son bloc-notes. Moi, j'observais le dossier, que l'inspectrice avait laissé sur la table, juste entre nous. Le macaron visiteur bleu était toujours visible, sur le rebord de l'onglet numéro 3. L'écusson 0419. J'ai repensé au docteur Pritchard, qui avait espéré pendant 2 décennies que quelqu'un pose enfin la bonne question. J'ai songé à Vivien. Ma cousine avait gardé le silence toutes ces années, et s'apprêtait maintenant à envoyer un registre qu'elle avait bâti seule, dans une autre ville, pendant que le mien s'épaississait dans un placard, à 2 heures de route au sud. Nous avions tenu les mêmes archives, sans même le savoir. Cette révélation m'a frappé de plein fouet. 20 ans, c'est incroyablement long pour croire que l'on est la seule personne à percevoir la réalité. À travers le mur, j'ai entendu la porte se refermer. À travers cette cloison, j'ai perçu très faiblement la voix de l'inspectrice Whitfield. Mademoiselle Vance, pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'adresse IP de votre téléphone correspond à celle qui a servi à créer 9 des 11 comptes frauduleux au nom de votre sœur? Il y a eu un silence pesant. Puis, le timbre de Vanessa a résonné, soudainement plus fluet. Je n'ai jamais utilisé cette boîte postale. Puis, la répartie de la détective a fusé. Ceci est votre publication Instagram, datant de juin 2023. Vous vous tenez exactement devant cette même boîte postale. La légende a été écrite par vos soins. Souhaitez-vous réviser votre déclaration? Il s'en est suivi 11 secondes d'un mutisme absolu. Enfin, ma cadette a lâché, je veux un avocat. C'est ainsi que son interrogatoire a pris fin. Par le biais du haut-parleur situé sur le bureau de l'inspectrice, qui n'avait jamais été déconnecté de l'appel avec mes parents à Tampa, j'ai entendu ma mère cesser de respirer. Je n'avais pas réalisé qu'elle était toujours en ligne. J'ignore depuis combien de temps elle écoutait nos échanges. Maman, ai-je murmuré calmement en direction du téléphone. Tu peux raccrocher maintenant. Elle n'a pas raccroché. Mais elle n'a pas prononcé un seul mot de plus. Et ce silence-là fut la chose la plus assourdissante qu'elle n'ait jamais exprimée. L'inspectrice Whitfield est revenue dans la salle 4B à 10h34.
Elle a fermé la porte. Elle s'est assise. Elle a plongé son regard dans le mien. Et dans ses yeux brillait cette reconnaissance que j'avais passé 20 ans à essayer d'obtenir de la part de ma propre famille. Une considération qui m'était finalement offerte par une parfaite inconnue, vêtue d'un blazer gris. « Mademoiselle Vance », a-t-elle annoncé. « Je vous relâche. Les charges retenues contre vous sont abandonnées, en attendant de finaliser les démarches administratives. Nous allons ouvrir une enquête d'État contre votre sœur, pour faux et usage de faux, usurpation d'identité et dépôt de fausses plaintes. Je vais transférer ce dossier au bureau du secret service de Denver, dès cet après-midi. Il fera l'objet d'un examen fédéral pour usurpation d'identité aggravée. Attendez-vous à être recontacté d'ici 2 à 3 semaines pour une déclaration complémentaire. » J'ai acquiescé. « Mademoiselle Vance », a-t-elle repris, d'une voix plus douce. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé qu'il ait fallu attendre 20 ans. » Ce furent les premières excuses que j'entendais de la part d'une personne en uniforme. Ce n'étaient pas les excuses que j'avais espérées toute mon existence, mais ce furent les premières que j'obtenais en présence de ma mère. Bram et moi sommes sortis de la pièce ensemble. C'est lui qui portait le dossier. Il avait insisté pour le faire. Il m'a rappelé que ces papiers constituaient désormais des preuves potentielles dans une enquête active, et qu'ils devaient être intégrés à la chaîne de traçabilité. Le greffier de garde a effectué une copie de chaque page, a restitué les originaux à mon avocat dans une enveloppe scellée, et m'a remis un reçu imprimé comportant un numéro de dossier. J'ai plié ce récépissé, et je l'ai glissé dans la poche latérale de mon sac à main. Dans le couloir, juste à l'extérieur de la zone d'enregistrement, mes parents attendaient, assis sur un banc. Ma mère s'est levée en m'apercevant. Son visage était baigné de larmes. Ses mains tremblaient. Elle a tendu les bras vers moi. « Audrey, je t'en prie. » Nous ne savions pas. Nous n'en avions aucune idée. Je me suis arrêté à environ 1 mètre de distance. Je ne me suis pas approché davantage. « Maman, ai-je lâché. Tu as gardé la lettre du docteur Pritchard pendant 20 ans. Tu savais. » Elle a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Elle s'est rassise sur le banc, les épaules affaissées en avant. Elle a posé ses mains sur ses genoux. Elle n'a plus osé croiser mon regard, tant que je suis resté dans ce couloir. Je pense qu'à cet instant précis, elle faisait enfin les calculs qu'elle avait refusé de faire durant 2 décennies. Elle recomptait les années, à rebours, depuis ce premier badge visiteur. Elle repassait en revue chaque jour de fête. Et elle contemplait, pour la toute première fois, la forme de ce mur qu'elle avait érigé autour d'elle-même, avec mon nom gravé sur chacune des briques. Mon père est passé devant moi à 3 reprises dans ce couloir, au cours des 11 minutes qui ont suivi. Il n'a pas prononcé un mot. Il ne m'a pas regardé. Et c'est ainsi que son silence s'est fait plus retentissant que jamais. Vanessa était assise seule, sur un banc métallique près du bureau d'accueil. Son gilet était froissé. Son mascara avait coulé. Elle tapotait sur son téléphone. Elle a levé les yeux vers moi quand je suis passé. Elle n'a rien dit. Et je n'ai rien ajouté non plus. Il ne restait plus rien à exprimer dans ce corridor, qui n'ait déjà été brillamment exposé dans l'onglet 3. Le vendredi de cette même semaine, l'empire de ma sœur a commencé à s'effondrer. Quelqu'un, je n'ai jamais eu de confirmation formelle, mais j'ai ma petite idée, avait envoyé des captures d'écran de son message à un compte Instagram spécialisé dans la dénonciation des abus du secteur du bien-être. Ce fameux SMS envoyé à notre mère, si elle continue de creuser, nous devons déposer plainte les premières. En moins de 24 heures, la publication avait été partagée plus de 4000 fois. Dès le samedi, Instagram avait restreint l'accès au profil Pure Boundary with Nessa. À la fin du mois, la page officielle de sa marque avait totalement disparu. TikTok a suivi le mouvement une semaine plus tard. La formation à 389 € n'était plus disponible à la vente. Sa phrase fétiche, « Ma vérité est sacrée », ne figurait plus que sur une page figée, indiquant sobrement « Ce compte n'est plus disponible ». J'ai reçu 4 messages privés au cours de cette semaine, de la part d'anciennes clientes de son programme. Chacune d'entre elles avait coupé les ponts avec un membre de sa famille, en se basant sur les enseignements prodigués par Nessa. Toutes me demandaient désormais, avec divers degrés de politesse horrifiée, si je pensais qu'elles avaient commis une erreur. J'ai lu chaque message à 2 reprises. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je ne suis le coach de vie de personne. Je ne leur devais aucun verdict.
Cependant, je suis resté longuement hanté par cette pensée, certaines d'entre elles avaient peut-être banni des proches qui méritaient amplement d'être gardés. C'est la partie de l'histoire qui ne se termine pas par un happy end. Je ne peux pas passer ces appels téléphoniques de réconciliation à leur place. J'ignore combien de véritables victimes ma sœur a créées, tout au long de ce parcours censé faire d'elle une survivante montée de toutes pièces. À la 2e semaine du mois d'avril, le Secret Service avait achevé son enquête. Un grand jury fédéral du district du Colorado a inculpé Vanessa Vance pour usurpation d'identité aggravée, en vertu de l'article 18 USC section 1028A. À cela se sont ajoutées les accusations de fraude de l'État, portées par le procureur de Denver. Elle a été libérée sous une caution en espèces de 20 000 €, dont mes parents se sont portés garants. Le chef d'accusation fédéral entraînait une peine minimale obligatoire de 24 mois consécutifs. Elle renifle, il y aurait sûrement une négociation de peine. Mais au final, elle ne pourrait pas échapper à tout cela. J'ai perdu 2 semaines de salaire, en raison d'un congé administratif imposé par Aspen Ridge, après que mon employeur ait été informé de mon mandat d'arrêt. Une fois les poursuites abandonnées, ma responsable m'a réintégré, en m'adressant des excuses écrites. Je n'en avais pas besoin, mais je les ai appréciées. Mon accréditation ACFE n'a jamais été compromise. La procédure de litige auprès des agences d'évaluation du crédit a duré environ 4 mois. En fin de compte, ce fut la partie la plus simple de toute cette épreuve. J'avais reçu mes premières excuses de la part d'une personne en uniforme. Je n'en avais toujours pas reçu venant de mon père. Et je ne pense pas que j'en aurai un jour. Début mai, soit 2 mois après l'ouverture du fameux dossier, ma mère m'a envoyé un SMS. Le message est arrivé à 18h22, un mercredi. Il ne contenait que 5 mots. Je crois que je savais. Elle a ajouté, 1 minute plus tard, je ne te demande rien. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je me suis préparé une tasse de thé. Celui que ma grand-mère affectionnait tant, de la menthe poivrée, agrémentée d'une rondelle de citron. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine. Et j'ai regardé le soleil de fin d'après-midi glisser lentement sur le plancher. J'ai pensé au docteur Pritchard. J'ai repensé au petit badge bleu. J'ai songé à ma aïeule, qui ne se souvenait plus de mon prénom. Elle ne saurait jamais rien de toute cette histoire. Si vous avez un jour attendu 20 ans pour que quelqu'un admette qu'il savait, laissez un seul mot dans les commentaires. Juste un mot. Je les lirai tous. Fixer des limites saines ne rime pas toujours avec éloignement géographique. Parfois, la plus belle des limites prend la forme d'un dossier lourd, que l'on est enfin autorisé à reposer. Le samedi suivant, Vivien a fait le trajet depuis Fort Collins. Elle m'avait envoyé un texto une semaine plus tôt, pour me proposer très gentiment de dîner ensemble. J'avais accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot du quartier de Capitol Hill, appelé Larimé & Vine. C'est le genre d'endroit avec des chaises dépareillées, et un menu écrit sur un tableau noir que personne ne met jamais à jour. Je ne l'avais pas vu en personne depuis 2014. Nous avons commandé des lasagnes. Nous avons pris chacune un petit verre de cabernet. Pendant la première demi-heure, nous n'avons pas prononcé le nom de Vanessa. Nous avons discuté de son chien, un petit bâtard nommé Marble, qui est terrifié par l'aspirateur, mais absolument pas par les orages. Nous avons parlé de son frère, que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Nous avons évoqué l'odeur si particulière de la ville de Boulder au mois d'octobre. Puis, elle a fini par lâcher, tu sais à quoi j'ai pensé pendant tout ce temps? Je me disais sans arrêt, et si, de son côté, elle tenait aussi un dossier? Et tu étais là, à le faire. J'ai ri, pour la première fois depuis 3 mois. C'était un rire ténu, presque un simple souffle, mais il était authentique. Pour la première fois, cette chemise cartonnée n'était plus la chose la plus importante de la pièce. La personne assise en face de moi l'était. Ce soir-là, je suis rentré en voiture, le chauffage au minimum, et la radio éteinte. Je me suis garé dans le parking de mon immeuble. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon étage. J'ai déverrouillé ma porte. J'ai allumé une seule lampe. La boîte d'archives trônait toujours sur l'étagère supérieure du placard de l'entrée. Je ne l'avais pas ouverte depuis le jour de mon arrestation, 2 mois auparavant. Le dossier en lui-même se trouvait encore dans l'enveloppe scellée de Bram, consignée au tribunal en tant que pièce à conviction pour le procès fédéral. J'ai tout de même descendu cette boîte presque vide.
Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai observée pendant un long moment. J'ai envisagé de la jeter à la poubelle. J'ai pensé à la brûler. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je l'ai ramenée dans le placard. Je l'ai replacée sur l'étagère du haut, à l'endroit précis où elle avait reposé pendant 13 ans. Je ne l'ai pas verrouillée. Je ne l'ai pas scellée. Je n'en avais plus besoin. J'ai laissé cette boîte sur son étagère, non pas parce qu'elle m'était vitale, mais parce que j'avais enfin mérité le droit de déposer ce fardeau. 20 ans. 36 pages. Une sœur. Un dossier. Une étagère. C'était bien suffisant. Si l'on vous a déjà traité de personne instable parce que vous remarquiez un schéma malsain. Si vous avez conservé des preuves en silence, sachant qu'un jour vous en auriez besoin. Ou si vous êtes resté dans une famille qui exigeait que vous vous excusiez pour la forme même de votre écriture. Partagez cette histoire avec la personne qui a besoin de l'entendre. Commentez avec un seul mot, Justin. Je lirai tout. Je m'appelle Audrey Vance. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai raconté l'histoire.